Et en plateau avec nous pour évoquer toutes ces questions autour des otages et de la situation au Mali, Moussa Acharatoumane, dirigeant du MSA, Mouvement pour le Salut de l'Azawad. Merci d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Et également Ousmane Ndiaye, rédacteur en chef d'Afrique à TV5 Monde. Ousmane, comment s'est créé déjà ce mouvement du MSA, qu'on comprenne bien un petit peu l'échiquier politique sur le terrain? Alors, pour nos téléspectateurs pas habitués à la constellation de groupes armés complexes du Nord Mali, il faut savoir qu'il y a essentiellement, de façon schématique, il y a deux types de groupes. Alors, les groupes djihadistes alliés à AQMI, et l'autre grand groupe est allié à l'État islamique. Donc, la première catégorie, c'est les groupes djihadistes alliés à l'international terroriste. Et puis, la deuxième catégorie de groupes, c'est les groupes Touareg irrédentistes et les groupes d'autodéfense. Alors, le groupe de Moussa Acharatoumane appartient à cette catégorie. Et pour le situer dans cette catégorie, il y a des groupes dans cette catégorie qui, aux côtés des forces alliées, donc Barkhane, armée malienne, combattent les groupes djihadistes. Voilà. Moussa Acharatoumane, quelle est la situation précisément là-bas? Est-ce qu'elle s'est dégradée ces derniers mois en fait? Bonsoir. Effectivement, la situation au Sahel actuellement est très très difficile. On ne peut pas dire que les choses s'améliorent parce que l'accord de paix qu'on a signé de 2015 à aujourd'hui, beaucoup de choses n'ont pas été faites, même si dans les derniers gouvernements, on constate quand même la rentrée des mouvements signataires. Mais la situation sécuritaire pour autant ne s'est pas améliorée au centre du Mali et au nord du pays. Malheureusement, on constate la montée en puissance des mouvements extrémistes qui sont en train d'occuper beaucoup plus d'espace et beaucoup plus de zones. On a vu Béatrice Stockley exécutée au Niger, donc près de la zone où vous êtes, où vous n'êtes pas loin. On a vu des humanitaires français attaqués. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le signe d'une escalade? C'est-à-dire même le droit humanitaire n'est plus respecté. Est-ce qu'on n'entre pas dans une guerre sans loi? Vous savez, ce n'est pas quelque chose de nouveau d'abord. Ce qui me surprend, c'est le fait que beaucoup de gens, c'est maintenant qu'ils se rendent compte de la situation. C'est-à-dire dans ces zones-là, au-delà même des internationaux et des humanitaires qui se font enlever ou tuer, les populations civiles d'abord dans ces zones-là en sont les premières victimes. Elles meurent par milliers et dans le silence total, et peu de gens en parlent. Ça, c'est quelque chose d'abord que je déplore, parce que je pense que tous les morts, normalement, on doit les traiter sur le même pied d'égalité. Et de l'autre côté, il faut qu'on sache que le Sahel, ce n'est plus les Sahara du Paris-Dakar qu'on connaissait avant. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'embouteillages dans cette zone. Il y a beaucoup de mouvements d'origine différente, avec des objectifs différents, qui sévit dans ces zones-là. Donc quand quelqu'un y va, il doit réfléchir à plusieurs reprises avant, c'est-à-dire de partir dans ces zones-là. Et il faut s'assurer toujours d'être en réalité en sécurité. Et dans ces zones-là aussi, il y a des problèmes d'ordre politique qui datent de plus de 50 ans entre le nord et le sud et le centre. Et le Mali, même d'une manière générale, c'est un pays qui a besoin d'être refondé aujourd'hui, autant sur le plan politique que sur le plan sécuritaire. Et sur ce plan sécuritaire, aujourd'hui, le premier objectif des autorités, des nouvelles autorités de la transition, doit être l'aspect sécuritaire. Parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas une armée, on ne peut pas exister. Aujourd'hui, l'armée malienne, malheureusement, a pris, c'est-à-dire elle a été beaucoup affectée par cette crise de 2012 à nos jours. Et aujourd'hui, pour que ces pays s'en sortent, il faut qu'il y ait une vraie armée, une grande armée, une armée républicaine. Comment ça se passe la libération d'otages comme ça a été pour Sophie Petronin? Moi, je pense que ce n'est un secret pour personne. Vous n'y prenez pas, vous, personnellement? Non, pas du tout, pas du tout. Moi, je suis loin de ces affaires-là, mais je pense que le régime précédent avait déjà balisé le terrain. Le président Ibrahim Boubacar Keïta et ses services, je pense, avaient déjà engagé, c'est-à-dire ce processus de libération d'abord de Soumaïla Cissé, et par la suite, je pense que Sophie Petronin et les autres se sont griffés à ça. Et c'est quelque chose qui est conduit par des notabilités qui sont connues de la zone, qui ont déjà par le passé, en réalité, conduit ce genre de négociations en concertation avec les services de renseignement maliens. Vous êtes un allié de Barkhane. Est-ce que quelque part, donc on sait maintenant qu'il y a un échange entre 200 prisonniers djihadistes présumés contre les otages. Est-ce que finalement, ce n'est pas l'aveu d'échec de la solution militaire? À partir du moment où on entre dans un processus de discussion, est-ce que cet échange ne marque pas un cap, un virage par rapport à la stratégie actuelle? Je pense que la logique militaire, il y a très longtemps, on a compris en réalité que la logique militaire ne peut pas être la solution durable à la crise actuellement que le Sahel connaît. Maintenant, quant aux échanges des prisonniers qui se sont passés la dernière fois, bon, chacun a son interprétation là-dessus. Mais moi, ce que je remets en cause, c'est le fait que la stratégie même qu'on a mis en avant pour régler les problèmes au Sahel, c'est-à-dire les Sahéliens eux-mêmes et les États sahéliens qui sont concernés, à savoir le Mali, le Burkina,
le Niger, l'Algérie ou la Libye ne sont pas et la Mauritanie ne sont pas. Vous contestez la stratégie de Barkhane avec laquelle vous êtes allié sur le terrain? Non, moi je suis d'abord un Malien, je suis un allié de mon État. C'est mon État qui est allié à Barkhane. Oui. Ce n'est pas moi personnellement qui suis allié à Barkhane. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra que ça soit très clair. Et toute l'action que je mène, que mes partenaires mènent, que mes alliés mènent, s'inscrit dans le cadre, en réalité, d'une armée malienne qui sévit sous les règles et les normes, c'est-à-dire qui régissent notre État. Et c'est l'armée malienne qui est alliée de l'opération Barkhane. Barkhane est là pour appuyer l'armée malienne, pas pour appuyer ni les MSA ni les Gatia, contrairement à ce qu'on a dit souvent dans les médias. Mais vous comprenez qu'on libère 200 personnes, 200 djihadistes pour la libération d'otages au final? 200 djihadistes que vous combattez. Au fait, le problème en réalité, c'est qu'au Sahel, on constate malheureusement qu'on souffre le chaud et le froid. On ne peut pas d'un côté avoir une opération militaire qui combat et de l'autre côté, on donne des rançons, on fait libérer des prisonniers. Donc c'est quelque chose en réalité qui affecte tout le monde, y compris vos militaires même qui sont engagés sur zone. C'est pour ça que je trouve extrêmement important à ce qu'aujourd'hui, on recadre cette stratégie de lutte pour ramener la sécurité dans les Sahel. Et je pense que ceux qui sont les plus aptes à mener ce combat, aujourd'hui, ce sont ces populations et ces États-là sahéliens. C'est à eux de réfléchir, d'adopter une stratégie et d'entraîner leurs partenaires à faire ça. Mais tant qu'on va continuer à mener des solutions lointaines pour les imposer aux Sahéliens, je pense que c'est quelque chose qui va... On va continuer à connaître ce genre de choses, quoi. Malheureusement, on n'avance pas. On n'avance pas. Merci beaucoup en tout cas Moussa Ag-Asharat Touman d'être venu sur le plateau TV5 Monde. Je rappelle que vous êtes le dirigeant du MSA, Mouvement pour le Salut de l'Azawad. Merci pour tous ces éclaircissements et puis merci à vous Ousmane Ndiaye, rédacteur en chef Afrique à TV5 Monde. Merci à tous les deux.